à l'Occident, malgré qu'ils aient accès à tout à la portée de leurs petits doigts, le niveau de dépression, d'anxiété et de solitude est au summum. Personnellement, j'ai assisté à trois incidents de voyageurs pour ceux qui connaissent Paris, vous comprenez de quoi je parle. Trois incidents voyageurs depuis que je suis à Paris et dont la cause était mon suicide. Littéralement, une personne a décidé de sauter dans les rails pour mettre fin à sa vie. Hey, c'est your boy Abi, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, j'aimerais parler de mon expérience parisienne. À la date du 28 avril 2023, j'ai quitté Dakar en direction de Paris, où je vis actuellement, où je travaille en tant que missionnaire et impatrie-talent. L'idée que je me faisais de cette ville de la lumière, cette idée cinématographique, jaillissante, cette idée artistique et glamouresque, j'avoue que c'est un peu distante et différente de la réalité du terrain. Cependant, j'aimerais partager mon expérience, l'expérience que j'ai vécue, en même temps la différence de culture, la culture africaine, sénégalaise en particulier, et la culture française, occidentale de manière générale. Donc, loin de moi l'idée de dire du mal sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Je ne fais que refléter mes constats et mes observations. Et c'est ce que j'ai vécu moi en tant que personne. Et j'espère que ça vous trouvera ce retour d'expérience utile. Actuellement, j'avoue que je suis un peu tiraillé entre l'envie de se plaindre constamment comme en français. Vous connaissez le français. Vous allez comprendre pourquoi je dis l'envie de se plaindre constamment, et le devoir de reconnaissance vis-à-vis de toutes les belles opportunités que Dieu a placées sur mon modeste chemin. Je me retrouve souvent confus et espéreux, anxieux et réconforté, triste et faux semblant parfois. Pour être honnête, en ce moment, je suis un peu pris dans la tourmente et la seule bouffée d'oxygène qui me reste est la foi et l'espoir. Et vous comprendrez pourquoi je parle de tout ça dans les prochaines minutes. Donc, quand je venais sur Paris, il y a un an, je croyais venir dans une ville parisienne remplie de gens bienveillants, de gens gentils, chaleureux, ouverts d'esprit et surtout tolérants. Cependant, je suis tombé sur une culture basée sur la complainte ridicule, le manque de reconnaissance, et surtout ici à Paris, une culture basée sur l'aigreur. Après, loin de moi de généraliser, de mettre tout le monde dans le même panier, j'ai des collègues au travail qui sont formidables, donc je ne vais pas généraliser. Par contre, le ratio de nombre de plaintes et de réclamations par minute des Français et surtout des Parisiens et spécifiquement bat tous les records du monde. J'ai jamais vu un peuple qui se complaît autant, qui se plaint autant. J'ai jamais vu un peuple qui a tout en termes d'infrastructure, de développement, d'opportunités et qui malgré tout s'en fout complètement en fait. J'ai jamais vu. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc là, avant d'entrer un petit peu dans le détail, donnons un peu de contexte. Je pense que ce serait important pour les gens qui nous écoutent, surtout qui sont des Français ou d'autres nationalités, de comprendre un petit peu mon background, d'où je viens et pourquoi en fait je tiens cette réflexion ou ce point de vue sur la culture occidentale sans pour autant piétiner, minimiser ou vilipender qui que ce soit. Donc je suis né à Kaolack, qui est à 200 km de Dakar. C'est vraiment une région qui était reconnue au Sénégal de par sa culture d'arachide, de par aussi en fait le fait que c'est une région qui est super salée, on y produit pas mal de sel. Et
aussi une région très connue par ses motos Jakarta et ses conducteurs de vélo et de moto. Donc, je suis né dans dans une famille de classe moyenne d'immigrés. Mon père a vécu une grande partie de sa vie en Italie où il travaillait. Et jusqu'à maintenant, il continue d'y aller pour chercher des marchandises et revenir. Il est entrepreneur, commerçant. Donc, on était loin d'être riche à l'époque. On avait juste le juste nécessaire, de quoi manger, de quoi porter. On avait du toit sur nos têtes et de quoi payer nos études. Donc, nos études, on les a fait, moi et mes deux sœurs, dans des écoles privées. Donc, tout cela grâce au sacrifice de nos parents, bien sûr. Sachant bien qu'on était entouré de tous bords par la pauvreté relativement extrême de notre voisinage. Donc, tout ceci pour dire que on était vraiment super chanceux et reconnaissants de l'opportunité qu'on avait et du travail acharné que nos parents, en fait, ont dû consentir pour nous garantir un avenir, en tout cas plus radieux que le leur. Ce contraste réaliste de la vie nous donnait de nouvelles perspectives, à savoir la double chance unique de faire partie parmi les vivants. Parfois, je pense qu'on prend certaines choses pour acquis, mais je lisais un article l'autre jour où on disait qu'il aura fallu que les spermatozoïdes qui nous donnent vie gagnent une course contre 20 à 250 millions d'autres congénères pour rencontrer cet ovule en particulier. Et donc, la probabilité en tant qu'être humain d'être en vie est de 1 sur 10 puissance 2 685 000 d'après le docteur Ali Benazir, qui est arrivé en fait à faire un calcul de probabilité de notre existence et celle de la famille. Donc, franchement, pour être honnête, on a tendance à prendre certaines choses pour acquis, mais la réalité est que si on est là, c'est vraiment un miracle. C'est un miracle absolu. Donc, par la magie de l'univers, on s'apprenait de l'un à l'autre durant mon enfance et tout le voisinage, tout le quartier se complétait. Parce que le voisin, en fait, à côté, nous partageait des sacs de mil de sa récolte parce qu'il était agriculteur. L'autre famille qui était à côté était une famille religieuse que tout le quartier, en fait, sollicitait en cas de récitation ou de prière, bien sûr, moyennant une charité de reconnaissance. Et d'autres dans le quartier étaient des charpentiers, des menuisiers, des mécaniciens. Et du coup, en fait, le mix parfait, chacun se dépendait de l'autre et se respectait à sa juste valeur parce que chacun était utile à sa manière. Et en tant qu'enfant, cette complicité sortait aussi dans l'air de jeu. Je disais tout à l'heure que mon père était un immigré, donc c'est pas une question de richesse, mais j'avais pas mal de jouets quand j'étais jeune. Et du coup, en fait, j'étais le garçon qui avait le plus de jouets au quartier. Et même si j'avais plus de jouets que tous les autres enfants du quartier, j'ai appris très tôt dans la vie que ça ne sert à rien du tout de jouer tout seul. Le fun, le plaisir se trouve dans le partage et la camaraderie. Et si tu veux que les autres viennent avec toi, tu as intérêt à montrer ta capacité à partager et surtout laisser libre cours au jeu sans entrave ni complications. J'ai appris très tôt les dynamiques relationnelles parce que ça commence déjà dans l'ère des jeux. À chaque fois que j'ai arrêté le jeu parce que la balle, le ballon de foot m'appartenait ou parce que les jouets m'appartenaient ou parce que j'ai perdu et j'ai plus envie de jouer, le reste du groupe, les autres enfants, ils arrêtaient de jouer et en conséquence, ils arrêtaient de venir chez moi dans mon aire de jeu. Donc instinctivement, j'ai appris très tôt que c'était leur manière de démontrer que je ne suis pas digne de confiance. Donc j'ai appris très tôt que pour être digne de confiance, il faut jouer selon les règles, respecter votre partenaire et surtout rester dans l'esprit de jeu.
Après tout, à quoi ça sert en fait de rester seul dans son délire? J'étais obligé après de courir derrière ces mêmes enfants pour les amadouer, pour les inciter et pour les convaincre de revenir jouer avec moi et de leur faire comprendre que je peux être digne d'un partenaire de jeu. Donc il fallait que je pose des actes concrets pour regagner leur confiance. Donc j'ai appris très tôt en fait que les relations de manière générale sont le médium par lequel une valeur est échangée entre deux parties intéressées. J'ai dû jouer et pour cette raison, les autres enfants ont envie de jouer avec moi. Parallèlement, je n'ai pas envie de jouer tout seul, donc j'invite les autres dans mon aire, ce qui est logique. Et les autres participent parce que les conditions sont réunies et les règles du jeu sont explicitement ou implicitement définies. Résultat, nous sommes tous gagnants. Toutes les relations sont basées sur une transaction. Ça peut être une transaction pure, honnête et authentique, comme ça peut être une transaction basée en fait sur un intérêt commun, mutuel ou sur un intérêt personnel. Mais ça m'a aidé dès le bas âge de comprendre cette dynamique relationnelle. Donc au fil des années, je reviens à nos moutons. En tant que Sénégalais, j'ai voyagé dans des régions, dans des villes. J'ai parcouru un petit peu quelques contrées du Sénégal. Et je suis allé dans des villages ou dans des régions où les conditions de vie, les gens étaient dans des conditions de vie très difficiles, que ce soit manque d'électricité, des dispensaires de santé quasi vides ou qui manquaient de matériel de soins, un réseau d'assainissement au modèle de Moyen-Âge. Donc, je ne suis pas en train de minimiser ou de vilipender en fait le charme de notre pays. C'est juste la réalité dans certaines régions lointaines de la capitale. Il y en a des gens qui souffrent toujours avec de l'électricité et qui n'ont pas un système sanitaire assez développé. C'est la réalité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que toutes ces personnes que j'ai croisées, même si que j'étais pas supérieur à eux, loin du tout, j'étais pas meilleur que loin du tout, j'étais pas du tout en fait supérieur au-dessous de personnes. Cependant, en visitant ces gens-là, j'ai compris que ils étaient joyeux, ils étaient contents, ils étaient reconnaissants. Ces gens avaient toutes les raisons d'être aigris, d'être mécontents et ingrats. Et pourtant, ils étaient les plus heureux et les plus simplistes. Ils étaient suffisants et reconnaissants de leur peu. Ils n'avaient pas en fait le luxe, ils ne pouvaient pas se permettre le luxe de la dépression, de l'anxiété ou ce qu'on appelle midlife crisis, une crise de quarantaine, du fait que toute simple chose normalisée dans l'Occident, par exemple en France, eux, ils se le méritaient par la sueur et par l'effort acharné. Cependant, surtout qu'à l'Occident, malgré qu'ils aient accès à tout à la portée de leurs petits doigts, le niveau de dépression, d'anxiété et de solitude est au summum. Personnellement, j'ai assisté à 3 incidents de voyageurs, pour ceux qui connaissent Paris, vous comprenez de quoi je parle. 3 incidents voyageurs depuis que je suis à Paris et dont la cause était mon suicide. Littéralement, une personne a décidé de sauter dans les rails pour mettre fin à sa vie. J'ai assisté à ça, pas de premier ordre, pas en tant que témoin principal, mais tout le système de transport, toute une ligne de métro a été arrêtée parce que quelqu'un s'est suicidé. Et j'ai vécu ça à 3 reprises. Et je pense que je suis le seul. Il y en a qui peuvent vivre ça à 4-5 reprises sur une année calendaire. Donc je ne comprenais pas au début quand je venais d'arriver sur Paris pourquoi en fait ils mettaient des vitrines blindées qui s'ouvrent automatiquement à l'arrivée des métros ou des trains dans certains quartiers de la région parisienne. Je ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends. La réponse, elle est évidente.
Ce que j'ai appris avec le temps et que nous, Africains, qui avons grandi et vécu dans des conditions difficiles, dans des conditions terre à terre, peut-être même primaires et primitives, prenons la vie comme un cadeau, comme un présent qui nous a été accordé, alors que les pays développés font face à un tournant majeur et d'habitude, ils considèrent la vie comme un fardeau. Ils considèrent l'existence comme un fardeau accablant et une équation à résoudre. Je pense au plus profond de moi-même que la mentalité d'abondance, ça n'a rien à voir, n'a aucune relation avec l'opulence ou la richesse. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que nous, les Africains de manière générale, qui ont vécu ou qui avons grandi dans des conditions difficiles, nous prenons la vie comme un cadeau, comme un présent qui nous a été accordé, alors que les pays développés, d'habitude, et ça c'est ce que j'ai constaté avec des amis que j'ai connus ici, c'est qu'ils sont tous à un tournant majeur et d'habitude, ils considèrent la vie comme un fardeau, ils considèrent l'existence comme un fardeau accablant et une équation à résoudre. Et je pense que la différence entre les deux manières de voir le monde est complètement opposée et différente. Je donne un exemple terre à terre. Si jamais vous vous retrouvez au milieu du parc de Disneyland, entouré de personnes de backgrounds différents qui sont venues pour partager les mêmes expériences, découvrir de nouvelles choses et se faire plaisir, cela sous-entend que vous, en tant que personne qui est et qui se retrouve dans le parc Disneyland, que vous avez dû avoir un ticket pour entrer au parc, car il y a tout un mécanisme de contrôle, de checkpoints, de vigiles et de staff qui sont mobilisés pour s'assurer que uniquement les personnes qui ont des tickets valides puissent entrer. Donc, si jamais vous vous retrouvez au milieu du parc de Disneyland, à quoi ça sert de poser la question à savoir qui m'a donné le ticket ou est-ce que mon ticket est valide? Ça n'a pas de sens en fait, ça n'a aucun sens. Bon sang, vous y êtes déjà, vous êtes vivant. Regardez autour de vous, profitez-en. En fait, dites-vous que vous y êtes déjà. C'est un cadeau qui vous a été offert. Et heureusement, personne ne mérite un cadeau. Un cadeau n'est pas une récompense. La personne vous donne un cadeau parce qu'il a envie de le faire ou parce qu'il juge que vous méritez ce cadeau. Ce n'est pas vous, en tant que récepteur, de juger si vous méritez un cadeau qu'on vous donne ou pas. Non, c'est au donneur de juger si vous le méritez ou pas. Et le fait qu'il vous le donne, et là je parle dans cette métaphore, je parle de Dieu qui nous donne notre existence, notre vie, cela sous-entend que vous le méritez déjà. Et heureusement que les choses sont faites ainsi. En fait, s'il vous plaît les gars, imaginez, que pourrions-nous faire dans notre modeste existence pour essayer de payer cette dette à notre Créateur qui nous a donné l'opportunité d'exister? Pas grand-chose en fait, absolument pas grand-chose, à part le fait d'être un bon citoyen, un bon être humain, de contribuer et d'aider et d'être utile à la société. Donc les gars, au moins vivez en harmonie, du genre visitez le parc Disneyland, allez dans autant de salles et d'aventures possibles, profitez de l'expérience, soyez en fait un facteur de simplification, soyez un facteur simplificateur et contributeur. Et au pire, la moindre des choses, hein, comme disait mon ami Barra quand il est passé sur le podcast, la moindre des choses, c'est que si vous ne pouvez pas régler le problème de quelqu'un, ne lui rajoutez pas d'autres problèmes. Donc, au moins des choses, si vous ne voulez pas vous profiter de cette expérience, ne gaspillez pas l'expérience des autres. Laissez les autres tranquilles. Cette analogie peut sembler terre à terre pour beaucoup de personnes, mais je pense que ça va être vraiment vraisemblable pour ceux et celles qui contemplent leur dure réalité tout en continuant de s'en être reconnaissant, de faire partie de cette expérience humaine malgré tout.
cette mentalité, elle est moulée en nous en tant qu'être humain, dès le bas âge, en tant que surtout africain, je pense, et surtout en tant que Sénégalais. Et je pense que cela, combiné avec la foi et l'espoir, il devient évident chez nous pourquoi le fait de se plaindre tout le temps peut être considéré comme un acte d'ingratitude. Et je pense que tous les maux de la société que traverse la nouvelle génération actuelle, surtout dans l'Occident, peuvent être résumés par la citation de Ibn Khaldoun qui disait « Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles et les hommes faibles créent des temps difficiles. » Et le fait que nous sommes passés d'une génération qui a connu la Première Guerre mondiale, bon, je ne pense pas qu'elles existent toujours, donc je dirais la Deuxième Guerre mondiale, les années glorieuses de reconstruction et de développement après la Deuxième Guerre mondiale, pour donner naissance à des guerriers de clavier et surtout à des guerriers d'écran qui peuvent faire chercher la validation des autres, en fait, que de se découvrir et d'être sociétalement utile. Et résultat de la course, on a des hommes faibles, désormais du terme, mais c'est comme ça, des hommes faibles, perdus, et qui sont en quête de sens. Et pour être honnête, je compatis avec ces personnes-là. Honnêtement, je compatis. Parfois, je suis ébahi de leur naïveté. Je me rappelle bien, il y a quelques mois, je voyais une femme avec qui je discutais dans le but de la connaître et d'avoir une relation avec elle. Et on était devenus un peu proches. Et du coup, je me rappelle bien, il y a eu une phase vraiment tournante qui a changé la donne parce qu'on discutait et un jour, elle m'a fait comprendre en fait qu'elle n'envisage pas d'avoir un enfant dans l'avenir. Pour moi, je me dis, c'est un choix que je respecte peut-être chacun sa vie, hein, je ne juge pas, peut-être elle a des soucis de santé. Quand elle a continué à expliquer pendant longtemps toutes les raisons qui fait qu'elle ne voudrait pas d'enfant, à savoir par exemple le pleurnichement d'un bébé, la dérégulation hormonale que les femmes peuvent subir quand elles sont enceintes, ou bien les sacrifices à consentir dans les premières années, les premiers mois. Et elle a même parlé du manque d'intimité désormais qui peut arriver avec son mari parce qu'il y a des enfants qui sont là et des enfants à qui on devrait prêter soin et attention. Et quand elle expliquait tout ça, mes yeux étaient foncés en fait et mon visage était complètement sidéré. Elle croyait fortement que en fait une vie remplie et bien vécue est celle exempte de toute souffrance et de tout sacrifice. En fait, ce qui est un point de vue extrêmement réducteur et surtout naïf. C'est une manière de voir le monde qui est très naïve en fait. Entre son oubli volontaire, je pense que si ses parents n'avaient pas fait ces sacrifices, elle ne serait pas là en train de parler en tant qu'un être humain sain et que tout l'univers a mis en place et se complote et continue de se comploter grâce à un écosystème assez équilibré pour lui permettre de survivre. L'eau qu'elle boit, elle vient d'où? Les animaux, en fait, la viande, le poulet qu'elle mange, ça vient d'où? Le fait qu'en fait, des déchets des animaux peuvent être utilisés comme compost qu'on va épandre et répandre sur des champs pour donner naissance à la récolte, pour avoir des fruits et des légumes. Ça veut dire qu'il y a tout un écosystème. L'oxygène qu'elle respire, ça vient d'où? Comment ça a été synthétisé? Quel est le rôle des plantes dans tout ça? Et je pense qu'elle a oublié tout ça, en fait. Elle a oublié qu'en fait, on vit dans un chaos, mais c'est un chaos ordonné et équilibré, et que la souffrance, en fait, ça fait partie de la vie. Elle croit vraiment que tout cet écosystème équilibré est vraiment le fruit d'un chaos, d'un désordre, que peut-être le créateur n'existe pas. Tout ça est le fruit du hasard et du nerf. Et que
personne ne mérite de souffrir. Je ne saurais pas comment ranker ou catégoriser, positionner toutes ces différentes hypothèses en termes de naïveté. Je pense que toutes les hypothèses, tout son argument était de base naïf. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Je veux pas, en fait, j'étais tellement sidéré que je voulais pas lui donner 1000 raisons pourquoi son argumentaire ou pourquoi son point de vue sur la vie de manière générale et sur le fait d'avoir des enfants est naïf. Donc je lui ai tout simplement répété la citation de Nietzsche qui disait vivre, c'est souffrir et survivre, c'est trouver un sens à sa souffrance. Après tout, la souffrance en fait est un cadeau, est un gâteau que personne n'a envie de consommer, que personne ne réclame. Mais pourtant, tout le monde sait que on finira d'une part ou d'une autre à souffrir, sûrement et certainement. Et ça, il n'y a aucun doute dessus. Donc, je ne souhaite à personne cette souffrance-là, surtout une souffrance inutile, mais j'aurais aimé que les gens soient plus outillés à souffrir utilement que de sombrer à force de fuir la souffrance inutile. Donc, et là, je ne vais pas entrer encore dans les détails, je ne vais pas tirer à la longueur, mais je décidé, et jusqu'à maintenant, je pense à cette conversation, et je me suis dit, mais imaginez, si vous êtes là en tant qu'un bon être humain, c'est parce que vos parents ont fait des sacrifices, ont consenti un effort assez considérable pour vous prêter attention, pour vous allaiter, pour vous élever. Et là, toute la planète, tout l'écosystème, tout l'univers se complète pour vous maintenir en vie. Votre système métabolique, votre organisme est fait pour vous maintenir en vie. Pourquoi un combattant de MMA, en fait, se met au chaos? Si on vous frappe très fort, pourquoi votre cerveau s'éteint automatiquement? C'est pour vous maintenir en vie. Il se dit, ok, là j'ai reçu un choc et je pense que je vais fermer tout, éteindre tout pour nous permettre de revenir avec plus de force et pour te permettre, toi, en tant qu'être humain, de continuer d'exister. C'est ça le principe derrière du chaos, en fait. Donc, je comprends pas. Mais bon, je suis là pour juger. Anyway, comme je disais, je souhaite la souffrance à personne. Par contre, c'est inévitable. Donc, j'aurais aimé que les gens soient plus outillés à souffrir utilement que de sombrer à force, en fait, de vouloir fuir coûte que coûte toute source de souffrance inutile. Donc, dans cette ville de Paris, la ville de la lumière, pour l'instant, je prends toujours mes repères. Je reconnais que je n'ai pas encore décodé le code, je n'ai pas encore craqué la formule magique. Je continue d'avoir à la fois des moments positifs et des moments négatifs avec les gens. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je suis ouvert d'esprit. Je vais continuer d'apprendre et de comprendre la routine de cette ville, de comprendre la mentalité des gens qui y vivent. Et c'est important. Je trouve que c'est un défi en fait. Moi, si j'ai décidé de venir, c'était ça. C'était ok, on va apprendre de toute façon. Donc, et même si ça peut être difficile au début, mais au fin de la course, je vais m'en sortir grandi. Je vais m'en sortir en tant qu'une personne avec plus d'expérience et plus de maturité. Donc, en résumé, les gars, je dirais que peut-être je finirai par comprendre la magie de cette ville, je ne sais pas. Mais bon, en attendant, je trouve sincèrement que plus d'humanisme, de gentillesse, de bienveillance ne ferait pas de mal à personne. Donc, soyez gentils, les gars, soyez gentils, soyez empathiques, soyez sympathiques. Ne vous laissez pas, en fait, dénaturer par les différences de culture. Je pense qu'on a tous, moi en tant que Sénégalais, en tout cas, je parle à mon nom, je pense que j'ai une bonne fondation en termes de principes, de valeurs, et je n'ai pas envie de changer pour personne. Et je pense que là, mon indicateur que je tiens à cœur, c'est quand je sortirai de cette ville ou de ce pays, un jour pour vivre ailleurs ou pour retourner dans mon pays d'origine, j'aimerais savoir, est-ce que j'ai toujours maintenu les principes et les valeurs universelles que j'ai détenues quand je venais ici? C'est le respect, l'intégrité, l'honnêteté, l'éthique, et ainsi de suite. Donc, soyez gentils. Même si vous êtes entouré par des gens aigris, si vous voyez quelqu'un qui est en train de faire
en malaise, allez l'aider en fait. Si vous êtes dans les métros ou dans le transport et que vous voyez une femme âgée, donnez votre place. Si vous pouvez, en fait, si vous voyez une dame qui descend de l'escalier avec une lourde valise, prenez la valise pour elle. Soyez gentil, quoi. Et je termine avec la citation qui disait: si vous vivez votre vie et que vous croisez un connard, ce mec est un connard. Mais si toutes les personnes que vous croisez sont des connards, alors mon gars, peut-être c'est toi le connard. Donc, en fin de compte, si vous tombez que sur des gens de mauvaises intentions, mon gars, il est temps de regarder devant les miroirs et de faire une introspection. C'est important. Parfois, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à regarder tout, mais sauf à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'est fascinant. Anyway, bref, après tout, je suis un con qui dit que je connais ou je maîtrise tout ce que je dis. Je suis un simple apprenti, un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose et qui essaye de trouver son chemin dans la vie. Donc, si vous trouvez tout ce que j'ai dit utile, tant pis. Si vous trouvez que je suis un con qui dit des conneries, je comprends. Chacun sa vie. Take care, bye, à la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.